Bienvenue à tous, c'est Grand Paris Business, l'émission de Via Grand Paris qui raconte les grands enjeux économiques de la région Île-de-France. Et on va parler ici en direct en partenariat avec la CCI Paris Île-de-France du tourisme d'affaires. On ne le sait pas obligatoirement, mais si Paris est numéro 1 des capitales mondiales du tourisme, eh bien Paris est aussi numéro 1 pour le tourisme d'affaires, c'est-à-dire les salons et les congrès. Alors on va s'interroger quel impact économique pour l'Île-de-France, quels sont les atouts de Paris, et puis surtout s'interroger aussi comment on fait venir des étrangers sur les salons et congrès. Beaucoup de reportages tout au long de cette émission, beaucoup d'intervenants. Je présente nos premiers invités, je les remercie tous d'être présents. Didier Kling, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie, merci d'être là. Merci de m'avoir convié. Une petite question avant de commencer, l'impact économique, ça chiffre quoi? En millions, en milliards? C'est plutôt en milliards, effectivement. Vous savez, Paris est leader en matière d'organisation de congrès professionnels et grand public, plus de 450, c'est-à-dire plus d'un par jour. C'est important. Les retombées, c'est 10 millions de visiteurs, c'est plus de 100 000 entreprises. En chiffre d'affaires, les retombées directes pour les entreprises concernées directement, c'est plus de 5 milliards d'après les chiffres qu'on a obtenus. Et les contrats qui sont signés à cette occasion, c'est plus de 22 milliards. En dehors des contrats signés à l'occasion du Bourget, parce que là, les compteurs exploseraient. Donc sacré impact. Avec nous également Pablo Naclé-Cerutti, merci d'être là. Bonjour, merci à vous. Vous êtes le directeur général de Viparis. Viparis, alors on va dire, pour faire simple, c'est le palais des congrès, c'est le parc des expos à Versailles où on est. Merci d'ailleurs de nous accueillir. Et puis c'est aussi Paris-Nord-Villepinte. C'est combien de parcs dont vous gérez les espaces ? Alors, Viparis, c'est 9 lieux à Paris. Vous avez cité les principaux, qu'ils soient Porte-Maillot, à Villepinte ou à la Porte de Versailles, le Carrousel du Louvre, des sites à la Défense également. Mais surtout, c'est un opérateur unique pour la destination Paris. C'est-à-dire que ces 9 sites représentent la quasi-totalité de l'offre parisienne. Et en somme, le rôle de Viparis, c'est d'être le guichet unique de la destination pour tous les organisateurs de grands événements à Paris. Bon, ça fait beaucoup de mètres carrés, ça. Ça fait un peu plus de 600 000 mètres carrés. Oui, ah oui, quand même. Un grand chez vous. Merci d'être là avec nous également Corinne Moreau. Corinne Moreau qui est directrice générale de Promo Salon. Promo Salon, c'est un organisme en fait qui fait la promotion des salons parisiens, français à l'étranger. Oui, c'est ça. C'est un réseau international. C'est 55 bureaux dans le monde entier. Oui. Donc c'est sur tous les continents, avec des personnes biculturelles qui font le relais entre les organisateurs de salons et les visiteurs et les exposants étrangers. Le but, c'est quoi? C'est tout simplement de faire venir l'international à Paris et de faire venir tous ces visiteurs, tous ces acheteurs. Parce que sur les salons dont on s'occupe, qui sont des salons B2B, on parle surtout d'acheteurs, de grands acheteurs, de top buyers, de gens qui ont à venir. Et ils sont très nombreux à venir. Ça chiffre Ça se chiffre effectivement plutôt autour du million de visiteurs par an, chaque année, sur nos grands salons. Merci. Avec nous, enfin, Alexandre Lavoisier, directeur général de la région EMERA de Comexposium. Bonjour. Comexposium, c'est l'organisateur des grands salons. Alors, plusieurs organisateurs, mais c'est un gros organisateur. Par exemple, le CIAL, c'est vous, sur l'agroalimentaire, par exemple? Effectivement, le Comexposium, c'est le 3e organisateur mondial de salons aujourd'hui, avec une présence dans 22 pays environ et une centaine d'événements en France. Ouais, des très gros événements sur la place de Paris. Très bien. Alors, avant d'échanger avec vous, je propose qu'on regarde tout de suite un sujet qui va nous mettre tout de suite dans le bain du tourisme d'affaires. On va s'intéresser plus particulièrement au tourisme de congrès. Et on découvre ce sujet réalisé par Sébastien Cotet au Palais des Congrès, justement. Paris Expo, porte de Versailles, Palais des Congrès ou encore Paris-Nord-Villepinte. Ils accueillent tous les ans plusieurs dizaines de salons et congrès. 2018 est une année record pour le tourisme d'affaires. Au total, les 446 salons organisés ont engendré 5 milliards d'euros de retombées économiques pour tout le territoire francilien. Sur les 9 400 000 visiteurs, près d'1 million sont étrangers. Avec 1200 événements organisés, l'activité des congrès est aussi en bonne santé. La participation est en hausse, plus 14% de congressistes en 2018. Paris, capitale du monde des congrès, elle se classe première devant Vienne en Autriche.
C'est en gros à peu près 900 000 congressistes chaque année. Donc c'est un gros sujet pour nous. Beaucoup évidemment de nuitées, avec des événements qui sont de taille très différente, puisqu'on peut accueillir des congrès de 500 000 personnes jusqu'à des congrès de plus de 30 000 personnes, comme ça a été le cas notamment en 2019 avec le congrès de la cardiologie, avec plus de 30 000 personnes pendant 4-5 jours à Paris. Donc ça représente, vous imaginez bien, un certain nombre de nuitées derrière qui nous intéressent fortement. En 2018, les congrès ont généré 1,340 milliard d'euros de retombées économiques. C'est 134 millions de plus qu'en 2016. Voilà, Paris donc numéro 1 des salons, Paris numéro 1 des congrès. Alors comment on l'explique? Didier Kling, président de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France. Des atouts, j'imagine, mais quels sont ces atouts? Comment on explique ce succès? C'est la seule destination à être numéro 1 sur les salons et les congrès. Bien sûr. Parce que c'est une destination qui fait rêver et qu'elle a toutes les infrastructures qui sont nécessaires pour répondre aux attentes de ceux très nombreux, et on espère encore plus nombreux demain, qui nous rendent visite. On a d'abord un patrimoine artistique, culturel qui fait rêver, le Louvre, etc. On a des moyens de transport importants en termes ferroviaires, en termes d'aviation, en termes de routes. On a des infrastructures qui permettent de communiquer très, très commodément. On a l'habitude aussi d'organiser des grands événements, la Ryder Cup, les Jeux Olympiques pour 2024 qu'on organise, le Tour de France. Donc on est connu pour ça. On a aussi une offre d'hébergement qui est importante, un nombre important de chambres d'hôtel. Bref, on a tout un ensemble, plus les infrastructures que vous avez citées, de Viparis notamment, qui permet, grâce à la Porte de Versailles, grâce à Villepinte, grâce au Palais Congrès de la Porte-Maillot et d'autres infrastructures, d'accueillir des congrès, des salons de taille très différentes. Pablo Naclet-Cerutti pour Viparis. Donc l'attrait du Paris paillettes, ça marche. Oui, Paris paillettes, Didier l'a dit, il y a d'abord la dimension patrimoniale, ça c'est une réalité, et la Tour Eiffel, elle existe nulle part ailleurs dans le monde, donc on n'a pas de raison de ne pas s'appuyer sur cet atout qui est considérable. Il y a également la dimension art de vivre, Didier l'a dit aussi, et aujourd'hui on a une offre de restaurants à Paris qui est de très très grande qualité. On a une offre de vie nocturne à Paris, de bars, de vie de la nuit qui est de très très grande qualité. Paris s'est aussi converti au rooftop comme d'autres villes européennes se sont mises. Et puis depuis 2 ans dirais-je, on a une troisième force sur laquelle on capitalise énormément, c'est la dimension innovation. C'est-à-dire Paris, dans le circuit mondial, est considéré comme une capitale de l'innovation. Et ça c'est Station F, c'est Paris-Saclay, c'est Paris considéré capitale européenne de l'innovation en 2017. C'est tout ce qui est fait autour de ces sujets et qui maintenant vient avec des preuves tangibles. Et donc avec ces trois leviers, eh bien, on fait de Paris une ville en effet très très désirable à l'étranger. C'est intéressant la techno qui porte, et c'est vrai qu'on le voit avec le salon Viva Technologie. Oui. Il y a un rayonnement international de la techno, de la French Touch. Alors on le voit avec Viva Technologie et on le voit aussi avec l'organisation d'événements, quel que soit leur format, de tous les grands mondiaux de la tech, les GAFA au premier rang, et puis Huawei côté chinois, des boîtes européennes. C'est-à-dire que les grands porteurs de smartphones, les Huawei, ils viennent lancer leur nouveau téléphone ici? Ils viennent faire des lancements mondiaux ici. Alors vous parlez de téléphone, c'est le cas pour Huawei au mois de mars. Ils ont sorti leur P30 à Paris, à la Porte de Versailles, dans notre nouveau centre de congrès, Paris Convention Center. Google vient chez nous, Amazon vient, Facebook, Microsoft, tout le monde y passe parce que Paris à nouveau a cette force désormais qui est reconnue. Corinne Moreau, directrice générale de Promo Salon, on l'a dit à l'instant avec Didier Kling, l'une des forces c'est aussi les aéroports parisiens. On est un carrefour de l'Europe. Oui, on est même un hub de l'Europe et puis même du monde, hein, c'est simple. On a en fait la chance d'avoir 2 grands aéroports à Paris, Charles de Gaulle et puis Orly. Et donc tout ça, c'est le groupe Aéroports de Paris qui constitue quand même le plus grand groupe aéroportuaire mondial aujourd'hui. Et puis c'est un groupe qui est très dynamique parce qu'il développe chaque année énormément de nouvelles lignes. Je crois qu'en 2018, c'était 68 ou 70 nouvelles lignes. On est aussi la ville la plus connectée avec la Chine, avec le grand nombre de villes en Chine. Ça, c'est très important parce qu'un visiteur, qu'il soit pour venir sur un congrès ou sur un salon, effectivement, plus l'accès à la ville est simple, et évidemment, plus pour lui, ce sera facile. Alexandre Lavoisier, c'est important, les infrastructures de transport évidemment, et puis les équipements hôteliers. Lorsqu'on organise des salons comme vous, il faut qu'il y ait un attrait de la destination touristique et puis un confort d'utilisation du lieu dans lequel on se trouve.
Effectivement, on l'a dit, alors on a tous les éléments clés pour réussir des événements en tant qu'organisateur, à la fois l'attrait touristique, les infrastructures. Alors je dirais que ça ne fait pas tout, hein. Il nous reste un peu de boulot à nous, organisateurs, pour créer des événements qui ont du sens et qui donnent des raisons business aux intervenants, différents intervenants de venir, mais en tout cas, tout le cadre y est. Tout le cadre y est. Alors, on va parler maintenant des infrastructures. On l'a dit avec Pablo à l'instant. Viparis, c'est le Palais des Congrès, c'est la porte de Versailles, ici où on se situe. Eh bien, dans quelques instants, il y aura une inauguration du nouveau pavillon 6, des travaux importants qui vont se dérouler jusqu'en 2024. Donc, il s'agit toujours d'être au top, Didier Klink, des infrastructures, évidemment. Mais ça coûte cher et la Chambre investit. Et vous investissez, je crois, depuis 1974. Ça a commencé par le Palais des Congrès, hein, c'est ça ? Exact. La Chambre de commerce s'est posé une question très simple. Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer le territoire économique sur lequel on se situe, pour qu'il y ait davantage de vie qui se développe en faveur des entreprises? Et la réponse a été, après une étude, ça a été l'activité salon et congrès. Et c'est se traduit par, d'une part, Comexposium, organisateur de congrès et salons avec un partenaire, et d'autre part, Viparis, qui exploite des sites, qui les construit, qui les rénove et qui les anime avec un autre partenaire qui est, au cas particulier, Unibail-Rodamco. 1974, on a créé le Palais des Congrès de la Porte-Maillot. 82, c'était Villepinte. C'est une étape différente, c'est pas du tout le même type de manifestation. Et puis aujourd'hui, le sujet d'actualité, vous l'évoquez, c'est effectivement la porte de Versailles. Ce qu'on fait à la porte de Versailles, notamment avec notre partenaire, ce sont des investissements colossaux. C'est 678 millions d'euros de travaux étalés sur 10 ans pour ne jamais fermer le site. Quel objectif pour nous? Il est simple. C'est qu'indépendamment du charme de Paris, encore faut-il que les infrastructures soient à la hauteur des attentes de ceux qui viennent nous visiter. Et donc, il faut qu'on investisse en permanence parce que c'est un marché très concurrentiel. On va inaugurer ce soir un hall qui est un très beau hall avec 2 hôtels notamment qui vont venir compléter l'offre d'hébergement. Mais nous ne sommes pas au terme de nos travaux. On a encore quelques autres surprises à vous ménager. Oui, Pablo Naclet-Cherouti, là, si on doit s'arrêter un moment sur la rénovation de ce pavillon 6, c'était quoi l'enjeu? Là, on voit bien avec le Palais des Congrès, quand on passe à Paris-Nord, on est dans une autre dimension. Donc, on a une offre multiple. Là, avec Porte de Versailles et ses projets jusqu'à 2024, c'est quoi l'ambition? Qu'est-ce qu'on vient proposer ici? Là, l'enjeu de la fin de cette tranche 2 de la rénovation qui en comporte 3, c'est de réouvrir le parc vers la ville. C'est-à-dire que de donner envie aux Parisiens, aux usagers des salons, exposants, organisateurs et visiteurs, de venir dans le parc, même quand il ne s'y passe rien, ou même quand la manifestation n'a plus lieu. C'est pour ça qu'on crée des hôtels, un Novotel, un Mama Shelter. Les 2 hôtels ont leur rooftop, avec une vue évidemment fantastique sur la Tour Eiffel, qu'on va créer sur le toit du pavillon 6 un potager, un grand potager de 15 000 m², qui sera le plus grand d'Europe en toiture au printemps, sur lequel on va mettre aussi un restaurant qui s'appelle Le Perchoir, à côté d'une salle événementielle. Et donc, au-delà du pavillon, qui est évidemment, en standards mondiaux, on est des hauteurs sous plafond qui sont fantastiques, on n'a quasiment pas de poteaux, on a du Wi-Fi HD, etc. Mais au-delà du pavillon, on recrée dans le fond un vrai quartier de ville et une vraie destination au sud de Paris, pour donner une attractivité supplémentaire à la porte de Versailles. Voilà, parce que ça, c'est demandé par les personnes qui viennent sur les salons. Elles ont envie, parce que quand on vient passer du temps sur un salon, ça peut être 1 jour, 2 jours, 3 jours, on n'a pas envie de se retrouver enfermé dans une chambre d'hôtel à 10 km de là. On veut pouvoir profiter de moments conviviaux. Oui, je crois. Enfin, ce que nous demandent, en tout état de cause, les organisateurs d'événements, qui sont nos premiers clients, c'est des lieux qui ne soient plus impersonnels. Alors, il y a toujours de la flexibilité, mais des lieux avec une identité, et des lieux avec une identité propre à Paris. Parce qu'à la fin, c'est la destination Paris qui prime. Et tout ce que l'on peut apporter de Paris pour un événement qui va durer 24, 48 ou 3-4 jours, c'est important. Mama Shelter, c'est une marque très parisienne. Le Perchoir, c'est un restaurant très parisien. Et Novotel a fait un concept également qui est assez parisien. Oui, Alexandre Lavoisier, donc vous qui organisez des salons, vous le confirmez, de nouveaux espaces récréatifs, c'est important. Alors oui, c'est d'ailleurs une innovation qui est assez rare quand on regarde les parcs dans le reste des destinations, des grandes destinations mondiales. Et ce qui a été fait ici, et ce qui est déjà, on a déjà des premiers résultats, et assez remarquable à ce titre, c'est que nous, organisateurs, on réfléchit en termes d'expérience. C'est-à-dire que, bien évidemment, ce n'est pas la seule chose qu'on propose. Nos clients, qu'ils soient exposants comme visiteurs, ils viennent pour des raisons business. Ils ont des vraies raisons de venir. Néanmoins, l'expérience qu'on rajoute autour de tout ça est de plus en plus importante, puisque la concurrence est de plus en plus forte. Et donc, le cadre qui est créé par Viparis, notamment à la porte de Versailles,
qui consiste à végétaliser, humaniser, ouvrir le parc. Pour nous, c'est un atout clé, puisque l'expérience commence dès que le visiteur entre dans le parc. Et d'ailleurs, ça se voit sur les grandes manifestations. Avant, les grandes allées entre les halls, qui étaient très froides et impersonnelles, on n'y voyait pas grand monde. C'était juste un lieu de passage. Désormais, c'est un lieu les gens y restent, prennent plaisir à y rester, et ça se voit sur tous nos événements, notamment grand public. Corinne Moreau, vous qui allez souvent à l'étranger, ce qu'on voit ici sur la Paris Porte de Versailles, vous le voyez aussi également en Allemagne, en Italie, en Espagne, où on est un petit peu en avance? Dites-nous. Alors on va dire on le voit nulle part ailleurs. D'accord. Bon, c'est facile comme ça. On le voit nulle part ailleurs. Pourquoi ? Parce que déjà on a la chance d'avoir une très grande infrastructure. Comme l'a dit Pablo, on a plusieurs parcs qui du coup tous ensemble font la plus grande infrastructure en Europe, voire au monde. On le voit nulle part parce que notre gros concurrent, on l'a dit, c'est l'Allemagne. Je crois qu'on l'a déjà dit. On a beaucoup de concurrents. Le premier en Europe, sur notre zone de chalandise, c'est effectivement l'Allemagne. L'Allemagne, ils sont très bons dans les infrastructures aussi. Ils ont des plus petites villes. Ils ont l'avantage d'être un pays décentralisé et l'inconvénient de ne pas s'appeler Paris, justement. Donc, ils ont effectivement des outils qui fonctionnent, mais honnêtement, qui ne sont pas sexy, si je dois le dire autrement. C'est-à-dire, quand vous allez à Hanovre, vous allez à Hanovre, c'est 400 000 m², c'est 17 halls. Alors, bien sûr, c'est confortable, tout va bien. Enfin, je veux dire, c'est très pro. C'est très pro, c'est allemande. Mais il n'y a pas de charme. Vous logez dans des hôtels. On a parlé un peu tout à l'heure de l'offre hôtelière. Paris a une offre hôtelière exceptionnelle, plus de 156 000 chambres. C'est pas ce que les Allemands ont. Donc tout l'environnement en fait qu'offrent les Allemands, c'est pas du tout la même chose. Donc on est bien en concurrence sur le salon, mais sur tout ce qui environne le salon, on est devant. On essaie de effectivement créer un environnement qui fait que le client, l'acheteur, l'exposant, il va se sentir bien. Alors en Allemagne, ça sera effectivement, c'est efficace, mais quand il a fait ses 17 halls à la fin de la journée à Hanovre, il ressort dans Hanovre, c'est pas très gai tout ça. Voilà. Donc là, on a l'exemple dont on va me parler de Paris Porte de Versailles, mais il y a d'autres grands projets. Il y a un projet important, Palais des Congrès, Porte-Maillot à Paris. Là, une rénovation se réfléchit? Alors, Porte-Maillot, c'est un lieu stratégique de Paris. Il est à la confluence de beaucoup de moyens de transport, du métro, demain du RER, après-demain du tram. Il est sur le périphérique, il est connecté à la Défense. C'est un lieu qui est fantastique. Aujourd'hui, c'est l'outil, avec Paris Convention Center, qui fait de Paris la capitale mondiale des congrès. Et c'est un site qui, donc la Chambre a construit, puis a grandi, et qui aujourd'hui, la plupart des congrès qui viennent au Palais des Congrès de Paris se sentent un peu à l'étroit. Donc ils deviennent trop grands pour le Palais des Congrès de Paris et trop petits pour la Porte de Versailles. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est accompagner cette croissance en leur offrant une infrastructure qui soit elle aussi élargie, dans une logique qui soit évidemment multi-usage, en continuant ce qu'on fait à la Porte de Versailles, c'est-à-dire en ajoutant du commerce, en ajoutant de l'hôtellerie, en ajoutant des salles, en ajoutant des lieux de réunion, et évidemment des espaces de congrès-exposition, et d'avoir un Palais des Congrès de Paris qui soit prêt dans le cadre des travaux de changement de la Porte-Maillot, qui sont lourds en ce moment et qui sont massifs, et que tout le monde vit, voire subit au quotidien. Voilà, ces travaux de Éole, les travaux d'Éole, les travaux de Réinventer Paris qui vont arriver, le tram qui va arriver. Il y a beaucoup de chantiers qui vont arriver d'ici aux Jeux Olympiques. Et il y a une forme d'alignement de planètes où le côté Neuilly, l'avenue de Gaulle va se rénover également, la place de la Porte-Maillot va se rénover, et nous, le Palais des Congrès de Paris, sent bien qu'il doit pousser. Donc on se dit tout simplement que si on peut s'agrandir en façade, c'est-à-dire recréer l'alignement pour avoir le grand axe historique, l'axe le nôtre, entre l'avenue de la Grande Armée et l'avenue de Gaulle, sans avoir cette dent creuse et cette place, ce ne serait pas une mauvaise idée. Donc et j'imagine qu'il faut en faire aussi un lieu récréatif, ça veut dire qu'il y aura aussi davantage de restaurants, peut-être des boutiques, un petit centre commercial en fait. Alors il y a déjà des magasins, l'idée c'est de les agrandir et en effet de travailler sur des lieux qui soient un peu waouh. On a des projets en hauteur, on a un projet d'hôtellerie.
C'est un lieu qui est en discussion avec la ville de Paris et pour lequel j'espère qu'on aura une conclusion qui sera heureuse dans les mois à venir. Donc Didier Klink, beaucoup de projets parce qu'il faut rester donc au top quand on veut toujours être le numéro 1 mondial. J'adhère totalement aux propos de Pablo. Effectivement, ça fait partie de nos projets pour répondre toujours mieux à l'attente et à l'évolution du marché. C'est vrai que Paris a la chance d'avoir, indépendamment de tout ce qu'on a dit par ailleurs, une infrastructure qui est importante en termes quantitatifs. 700 000 mètres carrés, c'est énorme. Et en même temps, une offre qui est très différenciée pour répondre aux petites manifestations, aux moyennes manifestations et aux très grandes manifestations. Et les différents lieux qu'on peut présenter, on en a un certain nombre d'entre eux qu'on vient d'évoquer, comme la Porte Maillot ou la Porte de Versailles, qui sont des lieux qui sont à la lisière de la ville. Donc ça permet d'avoir une manifestation et en même temps, on est dans la ville pratiquement. Par contre, pour une manifestation de plus grande ampleur, on ira à Villepinte, où il y a d'autres salons, d'autres expositions qui sont beaucoup plus vastes et qui nécessitent, eux, davantage de mètres carrés. Donc c'est cette possibilité de s'adapter en fonction de la manifestation qui est prévue, qui est importante. Plus encore, ça permet d'accompagner l'évolution d'un salon en disant vous êtes aujourd'hui petit, voilà ce qui vous convient, demain vous serez moyen et demain vous serez très très grand et donc on pourra être avec vous. C'est cette richesse qui est importante, qui est déterminante, qu'on ne retrouve pas dans d'autres villes qui sont destinées aussi à accueillir des manifestations. Bon, on a bien identifié tous les atouts, puis après, il faut quand même faire du tricot, parce qu'il faut aller les chercher, ces étrangers. C'est votre boulot, Corinne Moreau. On va découvrir dans quelques instants un reportage sur vos équipes qui sont intervenues sur un salon, qui sont allées chercher les acheteurs étrangers. Quand vous accueillez les acheteurs, les grands patrons, comment ça se passe en mode VIP? Vous allez les chercher au pied de l'avion? Parce que j'imagine que la concurrence, elle est aussi sur l'hospitalité, le service. Et parfois, l'hospitalité, c'est pas la première image que l'on a des Parisiens. On est bien d'accord. Mais je rejoins aussi ce que dit Didier Klink sur on accueille des petits salons, des grands salons et des moyens. Nous, on accueille aussi, il faut accueillir à la fois du volume d'acheteurs étrangers, parce qu'on a besoin d'avoir quand même beaucoup d'étrangers. Pour faire 1 million de visiteurs étrangers, il faut faire du volume. Et en même temps, c'est très juste, il faut faire du tricot, comme vous venez de le dire. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher les meilleurs, il faut aller chercher les plus gros acheteurs, ceux qui ont vraiment des projets d'achat et qui vont être, pour les exposants, qu'ils soient français ou qu'ils soient internationaux sur nos salons. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais bien sûr, un salon international, c'est une offre et une demande internationale. Donc, qu'ils soient, peu importe d'où qu'ils viennent, il faut absolument qu'ils rencontrent ces très grands acheteurs. Et alors, ces très grands acheteurs, effectivement, on ne les traite pas, entre guillemets, c'est pas un très beau mot, on ne les accueille pas de la même manière. Et vous avez raison, on va en parler un petit peu plus tard, je pense, on a encore quelques petits progrès à faire en termes d'accueil. Effectivement, il faut faire du sur-mesure, c'est vraiment le mot, pour accueillir les grands acheteurs. Et le sur-mesure, ça commence quand ils partent de chez eux, quand ils partent de Tokyo, jusqu'au salon, jusqu'à leur accompagnement sur le salon. Alors on va voir pourquoi les acheteurs étrangers viennent sur les salons parisiens. On s'est rendu sur le salon Batimat cette semaine. Regardez, c'est un reportage de Sébastien Cotet qui a rencontré des entreprises tchèques. Mondial du bâtiment, au parc des expositions de Villepinte. Cette entreprise tchèque expose sur le salon Batimat. Son créneau, la réparation des bâtiments historiques. Elle fabrique des barres en acier, installées dans les fissures. Elles garantissent la stabilité des constructions. Son savoir-faire et ses produits, cette société veut l'exporter ici, en France. Et il n'y a pas de meilleur lieu que le Mondial du bâtiment pour rencontrer les clients. La France est l'un des meilleurs clients sur le marché européen. Il y a un très gros potentiel pour vendre nos produits. Ici, nous avons rencontré des personnes qui sont très intéressées pour acheter nos produits. Ce réseau assure la promotion et la commercialisation des salons français à l'international. Au total, 55 bureaux couvrent 120 pays. Donc on contacte l'entreprise, on présente le salon, on argumente pourquoi on pense que c'est un bon choix pour l'entreprise qui veut développer le marché français de venir participer au salon. La mission de ce réseau ne s'arrête pas là. Il accompagne l'entreprise exposante pendant l'événement. Ce sont des petites choses comme quel type de stand, par exemple, de choisir, comment se présenter au salon. Et après, par exemple, on également propose, par exemple, aide avec le français, traduction des documents. En 2018,
33 300 entreprises étrangères ont exposé en France. C'est plus 6% par rapport à 2016. Alors là, on le voit, c'est l'une de vos collaboratrices, Corinne Moreau. Elle est tchèque. Voilà, et donc évidemment, elle est la mieux placée pour aller chercher les acheteurs tchèques. Ce qui est important de le dire quand on parle de Batimat, c'est le grand rendez-vous du bâtiment, il y a une forte concurrence en face des Allemands notamment. Les Allemands, ils ont décliné Batimat, alors il y a un gros Batimat, puis après il y a des Batimat par thème, sur le bois, ouais. Et donc ça veut dire que c'est une vraie bagarre et qu'il faut aller les chercher, les clients. Exactement. C'est exactement ça. Non seulement il faut effectivement aller les chercher, mais il faut aller les chercher dans les bons codes du pays. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne s'adresse pas à une entreprise tchèque comme on va s'adresser à un Coréen ou un Allemand. Et effectivement, il faut tenir compte de cette concurrence. Et il faut toujours arriver avec des argumentaires. Avant, on utilisait les argumentaires uniquement pour aller chercher des exposants. Voilà, donc on utilisait des argumentaires commerciaux. Et finalement, aujourd'hui, on doit traiter l'acheteur comme on traitait un exposant. C'est-à-dire que le visiteur, il a besoin d'être convaincu par rapport aux autres salons qui peuvent exister autour de Batimat, si on parle de Batimat, ou du Cial, si on parle du Cial. Ils ont besoin de comprendre pourquoi il faut qu'ils s'y rendent, plutôt que d'aller sur le salon allemand. Et attention, donc là on parle effectivement de la concurrence européenne, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Belgique, avec de nouveaux formats, etc. Et le comprendre, c'est quoi ? Le comprendre, c'est se dire, je ferai plus de chiffre d'affaires, en fait, soyons clairs, à Paris qu'en Allemagne, c'est ça ? C'est ça, c'est principalement ça. Alors, les motifs de visite, ça dépend si on se place du côté exposant ou visiteur, hein. Le motif de visite du visiteur, justement, c'est l'innovation. C'est voir l'innovation, voir les nouveaux produits. Et puis pour les exposants, en effet, c'est développer du business. Le business ne va pas tout de suite se faire peut-être sur le salon. Tout ne va pas se signer sur le salon. Ça va se signer dans un délai de 6 à 8 mois après l'événement. Et c'est pour ça aussi que mes bureaux, dans certains cas, aident les entreprises qui sont venues exposer, par exemple c'est Tchèque, à poursuivre la relation qu'ils ont établie pendant le salon pour qu'elle devienne ensuite vraiment un chiffre d'affaires apporté. On est face à des sujets géostratégiques. En fait, vraiment, c'est des enjeux économiques majeurs. Et en Allemagne, on est vraiment dans une logique d'utiliser les congrès et salons comme une arme de commerce extérieur. C'est exactement ça. C'est une arme de commerce extérieur. D'ailleurs, quand vous regardez sur le site de la Confédération allemande, ils le disent tel quel. Et donc la différence avec d'autres pays, voire la France, c'est que ça a été pensé, je dis toujours, tout en haut, c'est-à-dire au niveau du gouvernement allemand, et il y a plus de 50 ans, où ils se sont dit, finalement, comment exporter les produits allemands, et ça va être d'abord sur nos salons nationaux. Donc on va organiser des grands salons, des grands événements, vitrines de notre industrie. Et puis on va faire venir des acheteurs étrangers. Exactement ce qu'on fait en France d'ailleurs. Mais ils l'ont fait un peu plus tôt que nous et ils l'ont fait avec d'autres moyens. C'est vraiment intéressant, Didier Klinks. Ça veut dire qu'en France, la puissance publique, elle n'investit pas dans les salons et congrès ? C'est effectivement une activité économique qui répond entre nous et l'Allemagne, si on prend cet exemple, à des critères qui sont très différents. En Allemagne, parce que c'est une politique publique, il y a un investissement important des collectivités locales, notamment dans les infrastructures. En France, rien du tout. Sur les travaux qu'on opère aujourd'hui, Porte de Versailles par exemple... C'est pas la ville de Paris. Ce n'est que de l'argent privé. Il n'y a pas un centime de ressources fiscales et ce n'est pas la ville de Paris. Au contraire, la ville de Paris perçoit une redevance puisqu'elle est propriétaire des terrains, 16 millions d'euros par an, fixe. C'est un coût pour nous qu'on essaie d'atténuer dans la répercussion, mais qui nécessairement se retrouve dans notre prix de revient. Donc c'est une politique radicalement différente. On aimerait bien que les collectivités locales nous aident sur le plan matériel, puisque ça répond à une politique générale. On aimerait bien qu'au-delà de cela, il y ait de leur part une application peut-être plus forte encore demain. Ce qui nous frappe aujourd'hui, quand on fait des comparaisons avec nos collègues étrangers, c'est mis en évidence assez rapidement, c'est qu'il y a une qualité d'accueil qu'on retrouve volontiers ailleurs, dont on ne retrouve pas nécessairement la trace quand on arrive chez nous. Quand vous arrivez à Roissy, par exemple, porte d'entrée sur le territoire, c'est vrai que quels que soient nos efforts, il y a une partie qui est de notre ressort, mais tout n'est pas notre ressort. C'est vrai que si vous arrivez à Roissy, pour gagner le centre de la capitale, il va vous falloir un peu de temps le matin, la liaison est difficile, on aura l'occasion d'en reparler, ce sont des infrastructures dont on a besoin. C'est vrai qu'on nous dit souvent, lorsqu'on arrive dans une ville étrangère, il y a des grandes banderoles, on est accueilli généreusement, chaleureusement.
À Paris, on a quelquefois l'impression qu'on dérange. Donc il faudrait sans doute qu'on modifie un peu les mentalités, à la fois que les Parisiennes et les Parisiens comprennent que c'est de l'activité économique pour eux, c'est pas une source de dérangement, ça fait vivre la ville et c'est utile, et qu'en même temps les élus locaux puissent s'appréhender cette activité économique parce qu'elle participe de la vie, du dynamisme local dont chacune et chacun d'entre nous a besoin. Alors, parce qu'il y a aussi le cas de l'Italie, parce que là on parle des collectivités locales qui soutiennent, mais l'État aussi s'investit. En Italie, il y a eu un plan de plusieurs millions d'euros pour soutenir l'activité des congrès et salons. Alors, on avait donc déjà en face de nous les Allemands, ça on le savait, et là, les Italiens, en fait, en 2015, se sont dit le marché national italien se resserre, il faut pousser le Made in Italy, il faut aller à l'export. Bon, quand même, on sait tous que les Italiens sont de toute manière des gens qui vont beaucoup à l'export. Ils sont beaucoup sur les salons. Il faut savoir qu'ils sont, d'ailleurs chez nous, les premiers, c'est le premier pays exposant, oui, sur nos salons, exposants et visiteurs. Donc, ils partent de cette base où déjà le média salon est très intégré auprès des entreprises italiennes, mais le gouvernement les a aidés. Donc ils se sont dit quoi faire pour aider nos entreprises à l'export. Ben, c'est simple, on va faire un plan biennal qui s'est reproduit malheureusement. Enfin malheureusement parce que du coup ils sont voilà. Alors ils ont mis 48 millions d'euros sur la table sur un plan biennal 2015-2016. Ils ont regardé les 20 verticales, c'est-à-dire les 20 secteurs d'activité où ils avaient vraiment besoin de pousser les entreprises. Et c'est sur ces salons-là, donc sur les salons italiens nationaux, qu'ils ont mis cet argent en promotion internationale pour faire ce que vous disiez tout à l'heure, aller chercher tout frais payés et avec un accueil exceptionnel les acheteurs du monde entier. Didier Klink, là on attend aussi l'État pour le coup, alors ici en France, sur ce sujet. On attend l'État, on attend aussi les collectivités locales, on attend tout l'environnement qui puisse participer de ce dynamisme auquel on contribue. Donc tout ce qui est de notre ressort, on le fait, mais on a besoin qu'il y ait davantage, je parlais des problèmes de transport par exemple, on a besoin aussi que la population, on a besoin que par exemple des personnalités politiques, des élus locaux ou nationaux participent à la visite à l'occasion de l'inauguration, parce que c'est un signe fort, ce sera un symbole et ça manifeste de la qualité de l'accueil, ça en fait partie en tout cas. Pablo Naclet-Cherouti, c'est un vrai sujet cette concurrence, c'est-à-dire que vous, quand vous gérez tous vos parcs, vous avez toujours un regard à l'international ? Oui, alors parce que nous sommes dans un métier de compétition et qui est une compétition de métropole. Et à nouveau, j'insiste, au-delà des infrastructures de Vie Paris, c'est bien de Paris dont on parle. Et c'est Paris en compétition avec Berlin, avec Londres, avec Vienne, avec Barcelone, avec Milan, avec Madrid, etc. Donc c'est en effet une compétition de destination. Toutefois, ce que je note, c'est que l'entrain que nous mettons, que d'autres mettent sous des formes diverses, montre que quand même la notion de rencontre physique a de beaux jours devant elle. C'est-à-dire que dans un monde dématérialisé, on se rend compte qu'à un moment, pour faire du business, on a besoin de se rencontrer, de vivre une expérience, de toucher une innovation, de comprendre et à la fin de toper et de se serrer la main. Et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup d'ambition et de confiance pour l'avenir de notre industrie. Voilà, on va en parler dans quelques instants, ce sera un des thèmes. Est-ce que les salons, les congrès sont concurrencés ou non par le digital? Mais pour refermer cette thématique sur l'international, avec Alexandre Lavoisier, ce qui est très intéressant avec Comexposium, c'est que vous avez des marques fortes, comme notamment le Cial, et aujourd'hui il existe Cial China, je crois, c'est-à-dire que vous faites de la géoduplication, c'est ce que vous dites. Hein. Je géoduplique les gros événements qui fonctionnent bien à Paris. Pourquoi ? Exactement. Donc le principe de la géoduplication consiste à, une fois qu'on a une marque forte et installée sur une industrie, un univers professionnel donné, donc le Cial, l'agroalimentaire, mais c'est le cas aussi pour Intermat, dans la construction, CIMA, le machinisme agricole, etc., etc. C'est d'accompagner les communautés qu'on a réussi à rassembler sur l'événement phare à l'international, en créant donc un salon, dans la plupart des cas, dans des géographies qui correspondent aux besoins de l'industrie qu'on adresse. Pour le Cial, vous citiez la Chine, mais on est aussi au Canada, en Indonésie, etc., etc. Donc c'est un processus qui déjà date depuis une dizaine d'années et qui se développe de plus en plus.
parce qu'on est dans un monde évidemment qui s'ouvre et il faut répondre aux besoins de nos clients que sont les exposants. Et c'est quoi l'intérêt? Ça veut dire qu'en allant faire la promotion en Chine du Cial, ça fait venir aussi des Chinois à Paris ensuite? Oui, il y a un double effet effectivement. Déjà, on sert nos exposants en les accompagnant, en leur donnant un outil pour adresser un marché donné. Et du côté du visiteur, c'est effectivement un moyen de promotion de l'événement flagship, je dirais, parce qu'effectivement, on se rend compte que tous ces duplications à l'international servent aussi et beaucoup l'événement phare, la maison mère, je dirais, le flagship, donc le salon parisien. Dès qu'on développe un salon dans un pays donné, on voit une augmentation du visitorat sur le salon à Paris. Alors, on va aborder maintenant un tout autre sujet. On a commencé à le dessiner avec Pablo à l'instant, c'est-à-dire le digital. Est-ce que ça révolutionne ou pas les salons? Est-ce que c'est un danger? Donc, on va précisément parler des salons aujourd'hui. C'est quoi un salon aujourd'hui? Quel est l'intérêt d'y aller? Comment ils ont fait leur révolution à l'heure du digital? On va retrouver tout de suite notre journaliste Sébastien Cotet, qu'on retrouve comme chaque émission avec un invité qui nous éclaire. Et donc, Sébastien, vous êtes avec Émilie Salé, qui dirige une entreprise qui s'appelle Valomax. C'est une start-up. Et c'est une start-up qui intervient notamment dans le domaine de l'aéronautique. Et Émilie, c'est une jeune femme, donc on pourrait se dire qu'à l'heure du digital, quel est l'intérêt d'aller dans un salon, Sébastien? Oui, Olivier, avec Émilie Salé, cofondatrice de Valomat, une toute jeune start-up qui travaille avec les industriels du secteur aéronautique. Qu'est-ce que vous faites exactement? Bonjour. Alors, Valomat, c'est le circuit du réemploi pour les matériaux industriels. Très concrètement, on va avoir des industriels qui ont des stocks dormants de matières premières et on les aide à trouver un autre industriel qui serait intéressé par les racheter. Alors, pourquoi c'est important? Vous avez participé au salon du Bourget, si je ne me trompe pas, en juin dernier. Pourquoi c'est important pour une toute jeune start-up de participer absolument à ce genre d'événement? Pourquoi c'est indispensable? Alors, il y a un gros enjeu de réputation, de crédibilité, d'asseoir sa présence dans un écosystème. Pour nous, en plus, on a une innovation d'usage. Aujourd'hui, le réflexe pour un industriel qui a des stocks dormants, ça va être de les ferrailler. Nous, on veut créer un nouveau réflexe et de dire que ces ressources naturelles qui sont déjà extraites et prêtes à l'emploi, on les utilise à leur plein potentiel. Donc, c'est pour nous crucial d'être présent pendant ces temps majeurs de notre industrie, de notre secteur, pour rentrer dans les esprits et devenir le réflexe pour nos clients. Ça, donc en fait, au tout début, quand on crée sa start-up, il faut remplir son carnet d'adresses, quoi. Il n'y a pas mieux que le salon du Bourget dans votre secteur. Alors, il y a aussi le téléphone qui est très efficace, mais rencontrer les gens quand ils sont disposés avec une oreille attentive pour des projets innovants comme le nôtre, c'est toujours des excellentes conditions, à la fois pour rencontrer nos clients actuels et rencontrer des nouveaux et faire un premier pas vers l'international. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous êtes soutenu par la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France. Comment ça s'est matérialisé sur le salon? Vous étiez sur le stand? Voilà, très concrètement, on était sur le stand de la CCI. On a pu inviter nos clients actuels et nos potentiels clients, nos futurs clients j'espère, à venir nous rencontrer sur ce stand. On a organisé, j'ai compté ce matin, plus d'une 50aine de rendez-vous en 4 jours. Et avec des gens de toute taille d'entreprise et de tous les pays. Alors concrètement, est-ce que ça a déclenché des commandes, ce salon des Bourgets, pour une start-up comme la vôtre? Alors, difficile de mesurer exactement l'impact en termes de chiffre d'affaires, mais en tout cas, l'impact en termes de nouveaux clients, c'est une certitude. On a rentré 20 nouveaux potentiels clients et qui sont devenus des clients depuis, grâce au salon du Bourget. Merci beaucoup, Émilie Salé, cofondatrice de Valomat, Olivier. Merci Sébastien, et on se retrouve tout à l'heure pour un nouvel éclairage avec un nouvel invité à vos côtés. Alexandre Lavoisier, donc les salons, il y a quelques temps, allez, peut-être 5-10 ans, il y avait la grande peur du digital. Est-ce que cette grande peur, elle est toujours là? Alors effectivement, il y a 10-15 ans, on a eu très peur. On s'est demandé si le métier des salons allait perdurer avec l'émergence des plateformes, des marketplaces, etc. En se disant, après tout, ne serait-ce qu'avec une recherche Google et un lien sur LinkedIn, on peut trouver des gens et discuter avec les gens avec qui on a besoin de discuter. Les années ont passé et en fait, cette conviction qui était la nôtre il y a 10 ans est renforcée aujourd'hui, qui est de dire qu'en fait, le digital est plutôt c'est à la fois, ça renforce le besoin de la rencontre humaine, Pablo en parlait tout à l'heure,
parce que après, dans le cadre du business, on a besoin de créer de la confiance. On a besoin de créer quand même de la convivialité. Tout se finit par une poignée de main et peut-être une coupe de champagne ou une chope de bière selon les pays. Mais cette dimension humaine reste clé. Et d'ailleurs, j'en suis plutôt heureux à titre personnel, au-delà de professionnel. La rencontre humaine reste clé dans le monde du business. Au-delà de ça, le digital donc, crée un besoin et en même temps, c'est un aiguillon qui est plutôt positif pour nous. Ça nous permet, nous aussi, de capter des communautés en termes de communication pour toucher toutes les audiences qu'on veut toucher. Ça nous permet de toucher ces audiences-là à des coûts réduits et avec des moyens qui, avant, n'étaient pas à notre portée. Et par ailleurs, ça nous oblige à nous rénover, à innover en permanence parce que toute personne maintenant est confrontée à l'usage du digital et donc toutes ces expériences sans couture, la facilité d'accès aux services et aux produits nous obligent, nous, organisateurs, mais aussi, je pense, gestionnaires de parcs, à penser en termes d'expérience client, de parcours client et comment est-ce qu'on améliore les choses au quotidien. Corinne Moreau, j'imagine que pour vous aussi, le digital, c'est finalement devenu un allié, vous qui travaillez à la promotion des salons. Si ce n'est un allié, c'est un outil. C'est un outil important qu'on utilise dans nos bureaux pour toucher en effet ou détecter les communautés et se mettre en relation avec elles. Donc nous, on utilise un peu tous les moyens du marketing, marketing relationnel, et donc le marketing digital en fait partie. On se rend compte quand même que ça nous sert justement à identifier les bonnes personnes. Il ne faut pas penser quand même que, là je voudrais mettre un tout petit bémol, je ne crois pas qu'en faisant un tweet ou en mettant juste une publicité sur Internet, on ne fait pas venir un visiteur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut que ça rentre dans un marketing mix, un ensemble d'actions. Nous, on appelle ça l'encerclement, l'encerclement du visiteur, parce que il faut le convaincre. Franchement, aujourd'hui, vous ne faites pas venir un visiteur si vous ne l'avez pas rencontré, c'est un peu ce que tu disais. Donc oui, c'est un allié, oui, c'est un outil pour détecter, identifier des gens. C'est sur des plateformes comme Xing en Allemagne, c'est vraiment des moyens qu'on ne peut pas faire de France en plus. Il faut aussi être dans les pays pour les utiliser. Et puis, dernier point, moi je pense qu'il faut faire très attention quand même à l'utilisation du digital dans ce sens, de la promotion et de la communication, car il ne faut pas oublier que, moi je dis souvent, c'est un tuyau de plus, c'est un outil de plus de communication. Et il y a le reste, c'est-à-dire que l'outil n'empêche pas qu'on parle en face à un humain et qu'il faut s'adapter à lui. Donc, s'il est coréen, il ne faut pas lui parler en anglais, parce qu'il ne va pas comprendre. Un japonais ne comprendra pas l'anglais, etc. Et donc, il faut utiliser le bon outil avec les bons codes et la bonne langue. Pablo Naclet-Cherouti, on parlait tout à l'heure du projet futur, Palais des Congrès, Porte Maillot, là, ici, à Porte de Versailles, projet jusqu'en 2024. Ça veut dire qu'il y aura du digital dans les parcs ? Oui, absolument. Et je crois le mot-clé pour rejoindre ce que dit Alessandre, c'est la notion d'expérience. C'est-à-dire qu'un visiteur et un usager du parc, quel qu'il soit, à nouveau, les équipes de Viparis, les équipes de l'organisateur, les exposants, les équipes d'exposants, les visiteurs, ils sont dans un monde où ils ont dans leur poche en permanence un outil qui leur permet de se divertir, de communiquer, de gérer leur vie professionnelle, de regarder des vidéos, etc. Il n'y a pas de raison. De la même manière qu'on leur offre la même qualité d'hébergement, de restauration, il n'y a pas de raison qu'on ne leur offre pas la même qualité d'expérience digitale une fois qu'ils franchissent les portes d'un parc. Et ça pourrait représenter quoi concrètement, cette expérience digitale dans un parc ? Ça représente d'abord quelque chose qui est fondamental, c'est que nos parcs soient connectés d'abord au réseau GSM, 3G hier, 4G aujourd'hui, 5G demain, et on commence à travailler avec les opérateurs sur des expérimentations 5G sur nos parcs. Ensuite, c'est une couverture Wi-Fi, qui doit être aujourd'hui considéré, que du moins nous considérons chez Viparis comme une commodité, au même titre qu'une signalétique claire ou des toilettes propres. C'est une commodité. Et puis on descend dans des niveaux de raffinement sur des technologies Bluetooth, où là on peut descendre au niveau du stand, et on est capable d'accompagner avec des systèmes de beacon d'interaction sur le stand, et rentrer sur des logiques de géolocalisation à l'intérieur du bâtiment. Et si on descend à un niveau en dessous d'onde, on peut aller au niveau du LoRa, et là le LoRa c'est l'Internet des objets. Ça c'est l'Internet des objets. La porte de Versailles est dotée d'un réseau LoRa propre. Aujourd'hui ça nous aide pour nous une meilleure exploitation du parc. Donc aujourd'hui sur des choses très triviales comme un escalator,
Plutôt que ça soit Alexandre qui, en se promenant sur son salon, m'appelle en disant ton escalator est cassé, je préfère que ça soit l'escalator qui fasse bip bip avant qu'Alexandre n'arrive et qui dise je suis cassé, que quelqu'un vienne. Alors il le fera quand même et je le ferai aussi. Mais donc ça c'est un outil direct qui nous permet d'être plus performants dans la gestion des parcs. Et demain le l'aura sur des problématiques notamment de sûreté et de sécurité sur les objets qui sont sur un salon. Évidemment qu'il y aura des concrétisations aussi pour les exposants et les organisateurs. Alors le digital, important sur les salons, mais ces salons, on a l'impression, Alexandre, qu'ils évoluent énormément. D'ailleurs, vous ne parlez même pas de salon, vous dites événement, vous. C'est un vocable choisi ? C'est un vocable choisi, effectivement. Notre métier a évolué, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, je dirais 10-15 ans, la valeur ajoutée principale, en tout cas la grosse barrière à l'entrée d'un organisateur était vraiment celle de la logistique et des opérations, savoir gérer des plannings complexes, délivrer des événements de grande ampleur en partant de halls vides. Le marché a ensuite évolué, où nous, on est devenu une force commerciale en s'appuyant sur des réseaux existants, mais avec une vraie logique de aller conquérir des nouveaux marchés, attirer des exposants, puisque les commerciaux sont plus sur les exposants, pour agrandir nos salons et les internationaliser. Aujourd'hui, avec la multiplicité des concurrences directes et indirectes, avec quand même le digital qui, quand même, comme je vous le disais, nous challenge sur certains sujets, on est de plus en plus vers la gestion de communautés. Et c'est pour ça que vos éléments dont vous parlez, ça vient aussi des médias. On parle de salons médias. On vient y chercher de l'information. Alors, il y a des conférences, mais c'est de plus en plus en forme TEDx, c'est-à-dire ça dure 7 minutes. Ça, c'est nouveau, C'est une des réponses et une des tendances du moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, comme Exposium, on se positionne comme animateur de communauté business. Et notre métier, c'est de trouver le bon format d'événement qui correspond aux besoins de la communauté, qui vont être, dans certains cas, très orientés contenu, dans d'autres cas, très orientés business, où on signe des contrats. Ce n'est pas le cas sur tous les événements. D'autres, très événementiels, etc., etc. Donc, il y a plusieurs tendances comme ça, qui partent du format salon traditionnel ou du format congrès traditionnel et qui évoluent. Donc vous avez effectivement une grande tendance qui est celle de renforcer le contenu online en amont et en aval des manifestations et pendant les manifestations. Donc des salons qui glissent vers le format congrès. Vous avez des événements, des salons qui glissent vers de l'événementiel, évidemment dans le B2C, mais même dans le B2B, avec des événements qui proposent des expériences de plus en plus innovantes et dingues pour attirer toujours les visiteurs. Vous avez des événements qui glissent au contraire vers plus de pertinence et d'organisation de rendez-vous organisés à l'avance, où on connaît exactement l'intégralité des projets de chacun des participants, etc., etc. Ouais, ça c'est intéressant ce que dit à l'instant Alexandre Lavoisier, Corinne Moreau, parce qu'on se rend compte, en effet, vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, on vient chercher l'innovation, on vient chercher sur les salons les tendances du moment. Exactement. On vient chercher avant tout effectivement les tendances du moment, puis ensuite il y a de multiples raisons d'être sur un salon, avoir ses fournisseurs, faire de la veille. Et donc il faut que le salon réponde à tout cela en même temps. Et Alexandre a raison, en fonction des secteurs d'activité, les demandes, les attentes ne sont pas les mêmes. Et moi je dis qu'on vient, pour être dans ce secteur depuis déjà quelques années, on vient effectivement d'un marketing de l'offre à un marketing de la demande. C'est-à-dire qu'autrefois, si on veut, pour faire très court, on mettait des exposants, d'ailleurs c'était ce qui faisait, le chiffre d'affaires de l'organisateur était là. Donc on met des exposants dans un hall, bien sûr, bien organisé, bien segmenté, autres, et on fait venir des visiteurs. Allez, ça c'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça. Aujourd'hui, on part de la demande et du besoin du visiteur. Parce que il n'a pas le temps de rester aussi longtemps qu'on voudrait. Il est très pointu, il sait ce qu'il vient chercher. Et donc, il faut qu'on fasse ce que disait Alexandre, effectivement, qu'on utilise tous les moyens digitaux, humains, etc., pour répondre à cette demande-là, quelle qu'elle soit. Et elle peut être même, sur un même salon, elle peut même être différente en fonction d'un public. Et on est dans une demande de plus en plus de surprises. On veut qu'un salon crée l'événement. Et ça on le voit dans les différents espaces que vous gérez. On prend par exemple Viva Technologies. On voit des robots, on voit du mapping. Ça doit être de plus en plus spectaculaire. Et les espaces que vous mettez aux normes, que vous upgradez, ils doivent aller vers cette dimension spectacle des salons, congrès. Ça implique pour nous plus de flexibilité. Tout en ayant des lieux qui ne soient pas impersonnels. C'est-à-dire que
jamais le site ne prendra le pas sur le choix du contenu qui relève évidemment de l'organisateur de l'événement, quel qu'il soit, un salon, un congrès ou un événement d'entreprise. Toutefois, le choix du site se fait aussi par, d'une part, toutes les facilités qu'il propose. Et en effet, je prends le cas du pavillon 4 de la Porte de Versailles qui est derrière nous. Eh bien, au printemps, chaque année, il accueille le salon de l'agriculture. Et désormais, à l'été, il accueille des médecins du monde entier qui organisent une plénière pour un de leurs congrès. Donc il doit être capable d'apporter le même confort pour les exposants du salon de l'agriculture, les visiteurs du salon de l'agriculture et également des praticiens hospitaliers. Et de la même manière, eh bien, c'est aussi plus d'identité, à nouveau dans le respect de ce que veut faire celui qui apporte le contenu, qui est l'organisateur de l'événement, mais c'est créer une préférence pour que cet organisateur de contenu se sente en phase avec ce que lui va proposer sur le site que nous on propose. Alors, si vous êtes intéressé et que vous avez envie d'aller sur un salon, vous pouvez vous faire conseiller, vous pouvez être accompagné notamment par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Je propose qu'on retrouve tout de suite Sébastien Cotet, notre journaliste, qui est avec une invitée pour un éclairage justement pratique si demain vous avez envie de vous installer et d'essayer de faire des affaires sur un salon. Vous êtes avec la représentante de la Chambre de commerce qui gère ces sujets, c'est Claudine Daguenet. Tout à fait. Claudine Daguenet, à la direction internationale de la Chambre de commerce Industrie Paris Île-de-France. Alors, Corinne Daguenet, vous accompagnez les entreprises franciliennes sur quels événements? Quels sont les événements qui comptent en région francilienne? Comme on l'a dit, il y en a beaucoup d'événements qui comptent. Donc on sélectionne les salons professionnels qui correspondent aux filières d'excellence, aux filières prioritaires de l'Île-de-France et sur lesquels on peut accompagner des TPE-PME, car c'est notre cible, sur ces salons. Je citerai juste 3 chiffres, mais qui sont quand même éloquents. Sur les 270 000 entreprises d'Île-de-France qui ont plus de 1 salarié, 220 000, je crois, ont entre 1 et 10 salariés, 45 000 entre 50 et 250. C'est bien sur ces 2 cibles, la première en priorité, qu'on essaye de travailler. Parce que justement, la Chambre, depuis pas mal d'années, a toujours pensé que exposer, voire visiter de manière professionnelle un salon professionnel international en Île-de-France, c'est déjà être présent à l'export avant même de franchir les frontières. Donc les filières, elles sont importantes, c'est aussi bien l'automobile, mobilité et développement durable, bien entendu aéronautique, espace et défense, agriculture, agroalimentaire, et puis aussi, même si ce n'est pas dans les filières de la région, on rajoute toujours la filière création mode design, car elle est extrêmement importante pour notre pays et pour la France et pour l'Île-de-France en particulier. Alors justement, est-ce qu'il y a des salons à ne pas louper? On parlait tout à l'heure du salon du Bourget pour le secteur de l'aéronautique, salon de l'agriculture, je peux vous en citer quelques-uns? Oui, je citerai justement maison et objets pour tout ce qui est design, décoration maison, le CIAL, bien entendu, que vous avez cité, le CILMO, sur lequel on sera présent l'an prochain pour décliner un concept pour des startups que l'on avait initié cette année au Bourget, qui est le salon international de l'optique et de la lunette. Il y en a d'autres que l'on peut citer, mais pour nous, on a vraiment ciblé des secteurs liés au secteur de la défense, de l'aéronautique, de la santé, qui nous apparaissent des secteurs prioritaires pour les PME que nous accompagnons. On a bien compris que vous aidez du coup les entreprises qui ont besoin de coups de pouce. Comment il se traduit cet accompagnement? Alors cet accompagnement, je dirais qu'il se traduit parce qu'on a un service qui est une petite équipe, un département très agile qui s'appelle Foires et Salons, qui chaque année donc sélectionne en Île-de-France en particulier quelques événements professionnels sur lesquels on va proposer à des entreprises d'exposer. Ces entreprises, souvent, elles visitent des salons, mais il y en a assez peu qui exposent. Donc nous, notre but, c'est de les inciter en créant des espaces collectifs, en les aménageant, en ayant une discussion avec l'organisateur du salon, en les préparant en amont aussi, grâce à nos équipes de conseillers internationaux qui vont les initier au B2B, au pitch en anglais, à la rencontre d'autres cultures, parce que cela a été dit à plusieurs reprises, un salon international en Île-de-France, c'est la possibilité de voir la concurrence internationale,
et aussi nationales, de voir des fournisseurs, de voir des acheteurs, donc de pouvoir mesurer véritablement tout cela et de développer ensuite un vrai projet à l'international que l'on accompagne dans la durée, parce qu'après, il faut exploiter les contacts, les cartes de visite, concrétiser les premiers liens, les premiers courants d'affaires et voir parfois après se déplacer à l'étranger pour voir le fournisseur ou l'acheteur. Alors, dernière question, Claudine Dagenais. Vous disiez donc aide logistique, très importante. La Chambre de commerce et d'industrie peut-elle, par exemple, jouer vraiment les intermédiaires avec les partenaires étrangers? Ça, elle peut le faire? Alors, pas simplement aide logistique, c'est une aide aussi dans le conseil, dans la préparation, dans le fait d'organiser des B2B lors du salon et de prolonger les contacts qui ont été pris. Et il peut y aussi, parce qu'on travaille beaucoup avec des réseaux à l'étranger, il peut y avoir justement la possibilité de repérer à l'avance les exposants étrangers qui peuvent être des partenaires éventuels pour les entreprises que nous accompagnons. Donc c'est un travail sur un segment d'entreprise, sur certains secteurs, mais qui est, je dirais, important pour le commerce extérieur de notre région et de la France en particulier. Merci beaucoup Claudine Dagenais, directrice à la direction internationale de la Chambre de commerce Paris-Île-de-France. Olivier. Merci beaucoup Sébastien, merci à votre invité. Cette émission touche à sa fin. Dernier volet, dernier sujet qu'on voulait aborder, c'est comment rester numéro 1. Ça, c'est vraiment un sujet important. On a commencé à le déflorer en abordant la qualité des infrastructures. Mais il faut aussi compter sur les événements qui font de Paris son rayonnement international. Didier Kling, par exemple, j'imagine que les Jeux Olympiques Paris 2024, c'est une opportunité ? C'est une opportunité, ça permettra de montrer au monde entier quelle est la qualité de l'accueil, à la fois en termes d'infrastructure et puis de qualité en même temps, qu'on peut mettre à disposition de ceux qui viendront à l'occasion de 2024. Mais il n'y a pas que 2024, il y a un tas de manifestations. Tous les ans, vous avez des manifestations de grande ampleur, sportives, culturelles ou autres, rugby par exemple, qui montrent que nous savons organiser ces grands événements. Juste un mot sur la digitalisation. D'ailleurs, vous avez évoqué à juste raison ce sujet tout à l'heure. On s'est posé la question nous-mêmes en termes stratégiques. Et vous avez une réponse simple. Vous auriez pu imaginer cette discussion entre nous sous une forme de vidéo-transmission. Je ne pense pas qu'on aurait eu exactement la même qualité d'animation et les mêmes réponses entre nous. Donc je crois que c'est important de garder ce contact. Et ce contact, on l'a par la participation à des salons, par la participation à des congrès. Et puis en même temps, c'est vrai que si vous avez un congrès, par exemple, qui se déroule à Paris, ceux qui viennent pour le congrès de la cardiologie, par exemple, ils viennent du monde entier, regarder les innovations dans ce domaine, ils viennent se renseigner, ils viennent s'informer, et puis en même temps, ils viennent à Paris. C'est pas si mal que ça. Alors, pour revenir au sujet donc, des opportunités, on parlait des Jeux Olympiques, il y a une formidable opportunité, Pablo, c'est le Grand Paris Express, ce super métro automatique. J'imagine que vous l'attendez, parce que ça va fluidifier la circulation dans la région parisienne, permettre, et j'imagine aussi, on posera la question à Alexandre Lavoisier, une plus grande facilité d'accès aux différents parcs. Alors, on l'attend avec beaucoup d'impatience, au même titre que le Charles de Gaulle Express. Tout ce qui contribue à réduire l'espace-temps à l'échelle de la destination, la rendre plus fluide et de fait d'améliorer ses qualités d'infrastructure nous intéresse. Le Grand Paris Express, pour revenir au sujet, nous intéresse pour un site majeur qui est le plus grand parc expo de France, qui est Paris-Nord-Villepinte. Ligne 17, donc. Ligne 17, qui est aujourd'hui Paris-Nord-Villepinte. Il est dans la même situation que Roissy-Charles de Gaulle. J'aime bien l'image d'Augustin de Romanet qui dit Roissy-Charles de Gaulle, c'est un isthme. Et Villepinte, c'est aussi un isthme qui est desservi par l'autoroute A1 et le RERB. Je ne vais pas m'apesantir sur les défauts de l'A1 et les défauts du RERB, mais il apparaît quand même qu'on a besoin d'avoir au moins une troisième voie pour accéder à Paris-Nord-Villepinte. Et la fameuse ligne 17, donc, qui partira de Carrefour Pleyel jusqu'au Mesnil-Amelot, donc en passant par le Bourget, en passant par Villepinte et en passant par Roissy, pour nous, elle est tout simplement vitale pour l'avenir de Paris-Nord-Villepinte, qui à nouveau est un site qui accueille les plus grands événements B2B et qui sont eux des leaders mondiaux. C'est-à-dire que le Cial est un leader mondial dans son domaine qui est l'agriculture, Silmo est un leader mondial dans son domaine qui est l'optique, Cima est un leader européen sinon mondial dans la machinerie agricole, Maison et Objets l'est également, Intermat Batimat, et aujourd'hui on a un outil qui est Paris-Nord-Villepinte qui a un besoin crucial qui est celui d'être connecté à des transports en commun de qualité. Alexandre Lavoisier, j'imagine, même combat.
Oui, on attend effectivement ce développement avec impatience parce que, comme le disait Pablo, ça va être un élément clé, ce qui permettra à nos visiteurs et parfois même nos exposants de profiter pleinement de Paris et des atouts qu'on évoquait, puisque aujourd'hui, la conséquence, c'est que les gens restent dans la zone proche de Villepinte, c'est un souci. Au-delà du fait, évidemment, qu'on a des volumétries, quand on parle du Cial, c'est plus de 150 000 visiteurs en quelques jours qu'on doit acheminer au quotidien, et ça se fait parfois pas 100 heures, et donc on attend ça avec impatience, effectivement. Donc ça suppose, Didier Kling, que l'État tienne ses engagements, notamment sur cette ligne 17, dont le calendrier parfois est reporté, même si, non, pas parfois, c'est une réalité, le reporter. Alors il ne faudrait pas que ce soit reporté au calendrier grec, j'imagine, pour vous. Il est clair qu'on a besoin des deux, on a besoin de la ligne 17. La décision qui a été prise récemment sur Europa City, par exemple, nous inquiète. Et j'ai vu une décision récente du tribunal administratif qui pourrait remettre en cause la ligne 17. Elle est vitale, elle fait partie effectivement du schéma d'aménagement et pour arriver au Bourget et à Villepinte, comme on a besoin du CDG Express, dont je rappelle qui ne porte pas atteinte au RER-B, simplement, c'est pas la même clientèle, c'est pas la même destination. Et aujourd'hui, vous avez des perturbations du RER-B, d'ailleurs, qui sont liées à des visiteurs de Villepinte ou de Roissy, tout simplement parce que ces visiteurs, ils peuvent oublier une valise. Il suffit d'oublier une valise pour que le train s'arrête, pour qu'il y ait des vérifications en termes de sécurité. Donc, c'est pas le même public. De la même manière, on a fait des chiffrages très précis. Le touriste d'affaires qui voyage, il utilise plus de place que le banlieusard qui utilise ce moyen de transport. Tout simplement, il faut 3 personnes pour une seule, selon la destination et la cible considérée. Comme c'est un financement totalement distinct, il n'y a pas de problème, il faut faire le plus vite possible le CDG Express et la ligne 17. Merci à tous les 4 d'être venus ici. Bon, pour Pablo, c'est bien, vous étiez déjà là, c'est Paris Porte de Versailles, c'est chez vous, merci de votre accueil. On vous retrouve très prochainement pour un prochain numéro de Grand Paris Business pour s'intéresser donc aux grands enjeux économiques de l'Île-de-France. Merci, à très vite.